Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. L'actualité, ce sont les propos de François Bayrou qui évoquent le sentiment de submersion. Yael Braun-Pivet se dit gênée par ses propos, on va y revenir. La mort d'Elias, selon Bruno Retailleau, la justice des mineurs actuels installe les jeunes Français dans la délinquance. Gérald Darmanin lui annonce 100 magistrats de plus pour les mineurs. La lutte contre le narcotrafic, des sujets qui vont faire réagir. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, bonjour. Bonjour. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, bonjour. Bonjour à tous. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, bonjour Christine. Bonjour, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, bonjour, spécialiste bonjour, en communication. Vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, c'est un coup de cœur personnel. Alors, j'ai un coup de cœur personnel. Alors, j'ai hésité à le faire. Oui. Mais figurez-vous que je me suis fait faire hier une mammographie. Oui, et je suis contente de le dire. J'encourage toutes les femmes à le faire. J'encourage absolument toutes les femmes. Tous les ans ou tous les 2 ans, c'est très important. Au passage, j'ai dit au radiologue, mais il y a beaucoup plus de cancer du sein. Il m'a dit, madame, non. Je voudrais vous rassurer, c'est parce qu'on en diagnostique. On fait tellement plus de prévention et de diagnostic. Tout le monde fait sa mammographie. Donc, c'est pour ça que le nombre augmente forcément. Plus vous, voilà. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que je bavardais avec lui et il m'a dit, tenez, si vous voulez regarder, pendant qu'il analysait ce qu'il avait fait, regardez l'IA. Et il avait mis en place l'IA pour analyser cette mammographie. Oui. Et alors j'ai vu donc une petite flèche, il y a eu un petit point qui est arrivé à un point certain. Il m'a dit, vous voyez, il me montre ça. Je l'avais vu. Il me diagnostique le degré de dangerosité qu'il pourrait y avoir sur ce petit point. Il m'a dit, et en plus je corrige parce qu'il a mis 49% de dangerosité alors qu'il n'y en avait pas parce que bref, voilà. Et donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je dis à cet homme, mais donc on n'est pas si mauvais parce qu'on nous dit sans arrêt que l'IA me dit, non mais attendez, l'IA. Pardon ? Elle n'est pas française, l'IA. Non, mais il me dit, ce qu'on ne dit pas justement, c'est le nombre de start-up qui sont lancées dans le médical. Je viens de mettre de l'argent il y a 2 ans dans une start-up qui marche du feu de Dieu, justement sur la détection et sur les radios. Ça, c'est votre médecin qui parle, pas vous. Le radiologue. J'ai mis de l'argent. Oui. Il me dit, j'ai mis de l'argent. Donc, j'étais quand même assez stupéfaite pendant qu'on examinait, il me racontait tout ça. Donc, je dis, mais vous êtes presque chef d'entreprise. Il dit, oui et non, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc, il faut un peu aujourd'hui mettre de baume au cœur à tous ceux qui nous écoutent, d'autant plus qu'on vient de découvrir que aux États-Unis, les Chinois ont débarqué avec un modèle d'intelligence artificielle qui change tout avec un nouveau langage et que les Américains même sont très très embêtés. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a des start-up françaises. L'IA, on s'en sert pour les diagnostics, on s'en sert et il y a des boîtes françaises formidables là-dessus. Oui, donc, voilà. Mais hier on recevait dans l'émission Média François Sorel qui est un journaliste tech. D'ailleurs on s'interrogeait sur le fait qu'il n'y ait pas plus d'émissions technologie à proprement parler dans les médias. Alors nous on a Vanessa Pérez qui est là et qui fait le job, mais c'est vrai que sur les produits en tant que tels, et il nous racontait qu'à Las Vegas, un des sujets, l'un des secteurs où il y a le plus d'innovation, c'est la santé. Et il dit les lunettes vont devenir les prochains smartphones. Absolument. Et aujourd'hui, il y a une entreprise, une start-up, une licorne française qui a mis au point un système auditif dans les lunettes et qui vient d'être acheté par Essilor, si je ne dis pas de bêtises. Mais la tech, effectivement, et on peut citer aussi Withing, qui est la première marque à avoir en France développé cette intelligence médicale avec des montres connectées, des balances. Mais c'est formidable, mais ça c'est insupportable d'avoir le négatif total toute la journée. Oui. Et là, il faut encourager ces boîtes, en parler tout le temps en plus. Après, il faut de l'humain derrière. Il faut que tu aies un bon médecin. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait de l'intelligence artificielle. J'ai dit qu'il fallait encourager les boîtes. Oui. Frédéric, une remarque sans grand intérêt, mais j'avais envie de reprendre un vieux slogan qui dit on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours des idées et donc ça, on peut encore être compétitif grâce à nos ingénieurs, grâce à l'innovation que nous pouvons développer. Et puis bravo sur le coup de cœur perso de Sophie, se faire dépister. La question du cancer, c'est pas en fermant les yeux ou en se mettant la tête dans le sable qu'on la règle. Donc il faut se faire dépister de tous les cancers, de ceux dont on parle et de ceux dont on parle pas. Christine ?
Oui, on a cette chance en France d'avoir la possibilité d'avoir des tests sur le dépistage gratuit dès l'âge nécessaire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Le nombre de cancers évitables et traitables qui peuvent être soignés et guéris parce que vous êtes dépisté assez tôt. Mais je rejoins effectivement ce que dit Sophie concernant l'IA. La France, plus que l'Europe même, est véritablement en pointe concernant l'intelligence artificielle. Ça veut dire aussi qu'il faut des informaticiens, il faut des chercheurs. Et donc, il faut continuer de soutenir ce secteur-là pour ne pas perdre le match. Parce qu'effectivement, DeepSeek, la licorne chinoise qui est venue bousculer le modèle américain, c'est absolument incroyable puisqu'en fait, c'est une IA générative qui est low cost. Et donc, c'est vrai que ça a coûté 10 fois moins cher que ce que les Américains voulaient faire. Donc, on voit bien que dans cette guerre-là, il va falloir que l'on muscle notre jeu, comme on dit. Je rappelle qu'une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. C'est entre 50 et 74 ans que le risque est le plus élevé, mais il y a aujourd'hui Une sur 8, c'est énorme. Il y avait eu un livre comme ça écrit par Catherine Roy qui, à l'époque, c'était 1 sur 10 et là on est à 1 sur 8. Mais c'est parce qu'on dépiste plus. C'est parce qu'on dépiste plus, oui. Enfin, c'est toujours la difficulté. On en parlait tout à l'heure avec Parkinson de savoir est-ce qu'il y en a plus parce qu'on les dépiste mieux ou est-ce qu'il y a vraiment plus de cas. Un mot, vous, Samuel, sur effectivement, là on parle d'IA, d'intelligence artificielle. Alors simplement, on a beaucoup d'entrepreneurs en France qui tentent d'innover. On a le politique qui essaie de mettre ça en avant de temps en temps en disant que c'est bien qu'on ait tous ces entrepreneurs, mais le sujet, c'est pas finalement que le politique s'en mêle. C'est de permettre aux entrepreneurs de vivre du fruit de leur travail, comme à tous les niveaux en fait dans cette société, et donc d'avoir du côté du politique une réforme massive pour baisser les taxes et les impôts et pour faire, j'ai envie de dire, de la France un paradis pour les entrepreneurs, et je souhaite à terme un paradis pour l'ensemble des Français. Bon, on vient d'apprendre le décès de Catherine Laborde, la célèbre présentatrice météo. Elle est décédée à l'âge de 73 ans. Elle était très malade. Vous l'avez reçue il n'y a pas longtemps, non, c'est sa sœur. Françoise Laborde, ça n'a pas rien à voir, c'est sa sœur. Mais elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle était très 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 malade et elle avait dit adieu à ses téléspectateurs. Écoutez. Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Oui, voilà. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté et qui m'a porté pendant ces 28 années. C'était des moments formidables, des moments joyeux, des moments de camaraderie. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. Voilà, c'était une personne charmante que j'avais eu l'occasion de croiser dans les couloirs de TF1, toujours élégante, toujours élégante et gentille. La journée mondiale de la maladie à corps de Lévy, dont elle était atteinte, c'est aujourd'hui. Elle est morte aujourd'hui, le 28 juillet, alors que c'est la journée mondiale de cette maladie qui touche 200 000 personnes. 28 janvier. Oui, 28 janvier. 28 janvier, maladie à corps de Lévy, qui est une maladie neurodégénérative. 200 000 personnes souffrent de cette force de démence qui est souvent associée soit à Parkinson, soit à Alzheimer et qui est... C'est une maladie absolument terrible. Donc là aussi, on en parlait tout à l'heure avec notre invité à propos de Parkinson. Ne négligez pas les petits signes parfois qui peuvent vous alerter. Et on pense à Catherine Laborde évidemment et à sa famille. Enfin, les petits signes qui peuvent. Il faut quand même préciser que ça ne se soigne pas. Donc on peut absolument rien faire. Non mais vous êtes gentil. Non mais on vient de faire une émission sur Parkinson avec justement un doc à regarder sur France 5 ce soir. Ça ne se soigne pas, mais il y a des médicaments. Il y a des interventions, des stimulations cérébrales qui font que la vie peut quand même être améliorée, qu'on vit avec ces maladies de mieux en mieux malgré tout. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur France 5. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à
Toulouse, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication, et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. On va revenir sur les propos de François Bayrou qui parle de submersion. Il parle d'un sentiment de submersion. Il dit qu'à un moment, quand il y a trop d'immigration, on ne peut pas cohabiter. Il y a évidemment beaucoup de réactions. On va revenir sur la mort d'Elias avec des éléments nouveaux qui nous ont été apportés, à savoir qu'il y avait eu une demande du parquet d'incarcérer un des deux jeunes et que ça n'avait pas été suivi des faits par le juge. La justice des mineurs installe les jeunes Français dans la délinquance, c'est ce que dit Bruno Retailleau, et beaucoup d'autres sujets avec vous. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Samuel, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre le squat par des immigrés clandestins de la Gaîté Lyrique, qui est une salle de spectacle en plein cœur de Paris. Ça a commencé le 10 décembre, puis on en entendait moins parler. Et là, avec Reconquête, on a lancé une campagne contre ça, avec une pétition en ligne, avec des tractages. Je sais qu'il y a de nombreux médias qui s'y intéressent, puisqu'il y avait une parenthèse qui était annoncée par la salle de spectacle en disant que les spectacles allaient être, durant ce squat, déplacés ou annulés entre le 10 décembre et le 24 janvier. Le 24 janvier est passé. La situation est toujours la même. Non seulement, évidemment, la salle n'est plus accessible, mais surtout, ça pourrit le quotidien de tous les riverains. Nous, on a vu des commerçants qui nous ont dit « Aidez-nous ». J'étais dans le quartier mercredi dernier pour une soirée Reconquête, et il y a un commerçant qui me dit « Aidez-nous, parce que sinon, on va mettre la clé sur la porte. Plus personne ne va dans ce quartier-là. » Et là, ça peut... comment dire, ça va intéresser beaucoup de gens qui d'habitude se disent ça ne nous concerne pas, c'est en dehors de Paris, c'est à la périphérie de Paris. Là, on est en plein cœur de Paris, donc vous avez très concrètement, moi j'ai envoyé des vidéos qui ont été filmées sur Twitter. Vous avez dans ce square Émile Chautemps, qui est juste en face de la salle de spectacle, eh bien des clandestins qui l'autre jour se battaient le matin, une quinzaine de personnes qui se battent. Vous voyez des enfants au fond qui s'en vont avec leurs parents, parce qu'en fait le quartier devient invivable. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait enfin, nous on a appelé Bruno Retailleau pour qu'il agisse, qu'il y ait une action de l'État là-dessus, que ce soit le préfet qui s'implique, peu importe. Mais pour l'instant on a Anne Hidalgo qui soutient les clandestins, qui dit oui, je les comprends, etc. La salle qui est en question, qui disait que elle comprenait les immigrés clandestins et que de toute manière il n'y avait pas d'autre solution. La solution est très simple, ils n'ont rien à faire chez nous, ils n'ont rien à faire en France, et là il faut les faire partir. Il faut les faire partir. C'est pas une solution de court terme. On a vu ce qu'a fait Donald Trump, ça a été assez rapide. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on nous dit on peut rien faire. Là, la réalité, elle est devant nous. On a un quartier qui est complètement pourri, vous n'avez plus de passants. J'invite, c'est à Réaumur-Sébastopol, pour ceux qui sont à Paris ou qui passent à Paris, vous allez voir, le quartier est totalement changé, et donc il faut agir très rapidement. Mais ce sont, pour être précis, ce sont des mineurs isolés pour la plupart. Ils sont près de 300 aujourd'hui, et il n'y a aucune solution de logement. Et ce sont des mineurs pour la plupart. Hein. Alors, selon la on le voit sur vos vidéos, j'ai vu votre vidéo. Selon la préfecture, apparemment, ils ne sont pas mineurs. Et de toute manière, vous savez ce qui s'est passé. Ces dernières années, les mots ont été choisis volontairement par les immigrationnistes. Je fais court. Les immigrés clandestins ont été appelés simplement clandestins. Ensuite, on a commencé à nous parler de migrants, puis de mineurs isolés, puis de mineurs non accompagnés, et maintenant de MNA. On a juste le sigle MNA. Pour cacher ça, mineurs non accompagnés. Oui, pour cacher ça derrière un sigle et cacher la réalité. La réalité, c'est que ce sont des immigrés clandestins qui sont déclarés mineurs, mais qui peuvent être aussi mineurs que vous et moi, et qui n'ont simplement rien à faire en France. Et quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, ils sont très clairs. Ils ne veulent pas de ces gens chez nous. Donc on attend très clairement maintenant une action du gouvernement, de Bruno Retailleau et de François Bayrou. D'abord, effectivement, je partage la crainte de cette dangerosité, surtout pour certains quartiers, mais il faut quand même être lucide. Prendre le sujet de haut comme ça sert pas à grand chose. On va pas claquer des doigts et arrêter ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous l'avez dit, il n'y a pas de solution. Donc moi, déjà comme solution, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un quartier comme ça. Pourquoi est-ce qu'on décide pas qu'il y a vraiment, on envoie des forces de police, on nettoie le quartier? Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il faut bien les héberger. Alors, s'ils sont des mineurs, je suis désolée, il y a ce qu'on appelle, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas des maisons de correction, mais on les met dans à la campagne, les mineurs, on les met dans une espèce de pension en attendant de voir ce qu'on peut en faire. On ne peut pas les laisser dans la nature, les mineurs. On peut les renvoyer chez eux, mais c'est pas. Non, mais les renvoyer chez eux, ils les prennent pas. Comment voulez-vous? La plupart du temps, ils sont pas mineurs. C'est trop facile de dire ça. Justement, l'État est faible. Chez soi, on ne peut pas le mettre dans l'avion. Il n'a pas de papier, on ne les trouve pas, ces papiers. Faire quoi? Mais non, mais
il faut quand même être, je comprends, pragmatique. Je comprends cette réaction, mais quand on peut pas, on peut pas. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut une position dès le départ. Il faut savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas encore des vagues d'immigration, notamment d'immigration clandestine qui arrivent en France. Si on est faible comme on l'est aujourd'hui, on en aura toujours plus. Et vous parlez de la campagne, malheureusement, nous on souhaite. On avait fait une grande campagne nationale. On a fait une grande campagne avec Reconquête là-dessus, justement. Pendant un moment, ils étaient visibles à Paris, et puis ils ont été envoyés dans les campagnes. On a le sujet, dans le 95, on a gagné, on a fait reculer le département qui voulait installer à Bahia en France des immigrés clandestins, grâce au maire de Chaumontel, Sylvain Saragossa, et toute son équipe. Vous avez dans le 78 à Chappé, au centre Anatfé, vous avez dans la Marne également, vous avez plein d'endroits comme ça où on envoie des immigrés clandestins pour que ce soit pas sous les yeux des médias ou des Parisiens. Mais non, le problème, c'est Sophie, on va avancer. Entre guillemets. Enfermé, à quel titre, sous quel... Parce qu'il est mineur, il n'a pas été sur la voie publique sans mineur. Frédéric Fougera, effectivement, cette situation de la gaieté lyrique, elle dure depuis plus d'un mois. Mais elle est catastrophique, mais là j'interviens en tant qu'ancien dirigeant de cabinet d'élus locaux dans les collectivités territoriales. Une ville, une collectivité, elle peut créer des logements d'extrême urgence et ça peut faire partie de sa politique. Elle peut aussi ne rien faire et s'émouvoir à chaque fois qu'il y a des problèmes. La question n'est pas tellement de savoir si ce sont des mineurs ou pas des mineurs, peu importe si ce sont des gens qui sont à la rue et qu'il faut pouvoir assister, accompagner sur une courte durée, parce qu'il n'est pas possible de les prendre en charge à vie non plus ou de les installer. Mais les bâtiments publics, les équipements publics ont plein de possibilités d'accueillir des personnes dans ces situations, mais c'est aussi une question de politique locale. Manifestement, c'est pas un choix qui est fait, et donc on préfère passer par le squat, et le squat d'un équipement public ou semi-public, je ne connais pas le statut exact de la gaieté lyrique, et ça renvoie aussi au problème des squats. On a un ministre du logement qui n'est pas resté très longtemps dans son poste, Guillaume Kasbarian, qui avait quelques volontés de faire évoluer la réglementation dans notre pays sur ce sujet. Il n'a pas pu faire grand-chose pour le peu de temps qu'il est resté dans ce ministère. Mais voilà, il y a plusieurs sujets en un, et celui du squat, il est loin de concerner que Paris, il concerne toute la France. Dès qu'un logement est vide 2-3 semaines, et il y a un risque de squat augmenté qui est terrible et qui fait peur à tous les propriétaires. Alors qu'est-ce qu'on fait, Christine Bouillot? Je viens de le dire, Sophie. Oui, alors c'est compliqué parce que je ne connais pas la gaieté lyrique. Visiblement, en plus, il y a effectivement une volonté de quelque part de protéger de la part du théâtre aussi ces jeunes migrants, de pas les mettre dehors en plein hiver, voilà, même s'ils sont mineurs ou majeurs. Je pense que dernièrement, les températures à moins 10 degrés un peu partout rappellent quand même que là-dessus, on a un devoir aussi de protection. Donc la difficulté, c'est de trouver des solutions pérennes, d'étudier le cas par cas effectivement de chaque personne. Donc tout ça prend du temps et des moyens, et que tout ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts à la Donald Trump, qui est devenu l'alpha et l'oméga aujourd'hui de toutes les politiques migratoires du monde entier, parce qu'on pense que d'un claquement de doigts, on peut remettre des gens derrière d'une frontière, sauf que c'est pas si simple que ça, et qu'aujourd'hui, même si vous prenez une décision de fermeté en expulsant les gens de la gaieté lyrique, parfois vous ne faites que déplacer le problème. Donc la solution, c'est d'étudier le cas par cas et de trouver des logements, ou en tous les cas des situations, de voir... Par cas, c'est la même. Mais Sophie, vous pouvez pas faire un package de ces 300 personnes, les mettre dans un avion et vous dire on s'en débarrasse, parce que ça marche pas tout à fait comme ça. Et je rappelle quand même qu'on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. Mais justement, c'est le sujet. Pardon, vous nous imposez un faux choix. Vous expliquez qu'il est nécessaire de faire du cas par cas. Le problème, c'est que ce que vous disiez, Sophie, je ne sais pas si ça a été entendu par tous les auditeurs, mais c'est vraiment avoir une petite cuillère, parce qu'on a des masses énormes qui arrivent en France. Ça coûte un pognon de dingue, pour prendre l'expression connue, et cet argent, on le met pas dans les hôpitaux, on le donne pas aux Français qui ont des problèmes, parce qu'il y a plein de Français qui ont des soucis. Et donc, à bout d'un moment, il faut vraiment regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est on y viendra, parce qu'on va parler de François Bayrou, mais une submersion migratoire. Alors, on va continuer dans un instant notre tour de table, puis évidemment, on va reparler immigration avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Quand nous refusons de travailler quelques mois de plus ou de percevoir un peu moins, eh bien nous condamnons des jeunes, nos enfants, les petits-enfants, à payer plus. Ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité et voir un petit peu ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité. Frédéric, vous, c'est un coup de gueule sur un silence médiatique, et ces coups de cœur et coups de gueule sont faits pour ça, pour mettre un coup de projecteur sur des sujets peu évoqués
Et puis un silence médiatique qui est rompu grâce à vous, Valérie, aujourd'hui sur Sud Radio. Mais oui, je voulais vous parler d'un conflit qui dure depuis plus de 30 ans, qui a fait plus de 6 millions de morts, qui a fait bien plus de populations déplacées. Et quand je vous dis ça, il y a, je pense, très peu de gens qui vont spontanément savoir de quoi je parle. Et c'est ça qui est bien regrettable. Donc mon coup de gueule, il va au silence médiatique, comme vous le disiez, Valérie, puis au silence surtout de la communauté internationale face aux horreurs que subissent les populations du Nord Kivu en République démocratique du Congo, et plus spécialement des horreurs qui s'aggravent ces jours-ci autour de la ville de Goma. Alors horreur, le mot est bien faible, parce que quand on tue, quand on déchiquette, quand on brûle des humains, le mot horreur est bien faible. Quand on massacre des enfants avec la même barbarie, le mot horreur est bien faible. Et j'ai envie de dire à ceux qui voudraient tout de suite réagir que la barbarie, elle n'a pas d'hiérarchie, elle n'a pas d'hiérarchie chez moi, donc elle n'est pas plus horrible dans cette partie du monde que sur le reste de la planète, mais elle n'est pas moins non plus répugnante, intolérable et criminelle. Et c'est pas parce que c'est loin des yeux, loin du cœur, que finalement ça n'existe pas. Donc je voulais juste faire ce petit coup de gueule et aussi un coup de cœur pour le Congo, le premier pays francophone au monde. N'oublions pas le sort réservé aux Congolais par les milices et les criminels rwandais. Il faut dénoncer ce silence et cette inaction de la communauté internationale à un moment quand on n'agit pas, et quelque part on est complice. Donc voilà, donc chaque pays doit s'interroger, chaque pays doit interroger ses politiques, sa diplomatie, et puis il faut parler de tous les conflits et pas seulement de ceux qui peuvent créer une animation politicienne dans notre pays. Des horreurs, des injustices, il y en a partout, et là vraiment depuis 30 ans, c'est vraiment catastrophique. Ce matin, Jean-Noël Barrot, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, a annoncé que la ville de Goma allait tomber dans les prochaines heures. Mais c'est... Donc, c'est une très grande ville, c'est une belle ville, c'est insupportable qu'on ferme les yeux sur la situation du Congo aujourd'hui. Et un auditeur me dit que des milices islamistes tuent les chrétiens là-bas. Effectivement, les chrétiens sont en danger dans certaines de ces zones. Alors il y a une multi-critères d'attaques, ils peuvent être religieux ou ne pas l'être, mais oui, c'est le viol organisé, c'est le massacre d'enfants organisé. Si vous avez des connaissances sur place qui vous envoient des photos de leur quotidien, mais regarder une photo est insoutenable, vous ne pouvez pas soutenir du regard de voir des gens démembrés, déchiquetés, et tout ça sans qu'on en parle vraiment, donc sauf ce matin, et sans que nos politiques agissent en tout cas sérieusement. Je dis pas que la diplomatie n'agit pas en sous-main, et c'est aussi en partie son rôle, mais il y a un moment où il faut aussi agir plus concrètement et prendre des décisions. On n'a pas le droit de laisser ça. Tout ça pour récupérer des minerais pour faire fonctionner nos téléphones portables. Derrière tout ça, c'est une guerre économique, derrière des matières premières que chacun essaye de se disputer. Je partage évidemment à 100% ce que vous dites, et toutefois il y a un moment où on n'en peut plus d'indignation. Non, c'est pas toutefois. C'est qu'on n'en peut plus d'indignation. Et que des indignations dans tous les pays du monde, il se passe des choses, enfin, pas tous les pays du monde, mais la situation des femmes dans certains pays, les massacres que vous citez, etc. Et il y a... on n'arrive plus, et quand on a demandé au gouvernement de faire quelque chose, quand on voit qu'ils ne sont pas capables de faire la moindre chose dans une rue de Paris, je dois dire que je suis un peu désespérée devant cette situation internationale. Mais il faut le dire, il faut le rappeler. Ce matin, il y a un très bel article dans le Figaro de leur envoyé spécial qui est à Kaboul. Les cercles des poètes ont disparu. L'Afghanistan était un pays réputé pour sa poésie, et aujourd'hui, évidemment, les femmes réduites au silence. Lisez cet article très, très intéressant. Christine Bouillot, silence autour des chiffres du chômage pour vous. Oui, coucou, le revoilà, le chômage. Et c'est pas bon du tout. Non, et on n'en parle pas. Ah non, je sais pas, j'ai écouté François Bayrou hier soir, mais je n'ai pas entendu quelque chose sur ce qui va devenir, à mon avis, la préoccupation première des Français. Le chômage, parce que le plein emploi, c'est terminé. 2025, ça démarre plutôt mal, avec tous ces plans sociaux déclarés ou en préparation qui vont se matérialiser. Les projections de l'INSEE et des chiffres qui sont donnés par les autorités sont pas bons. Projets d'embauche sont en recul. Les entreprises, faute de visibilité, notamment politique et fiscale, ont les deux pieds sur le même frein. En fait, c'est un retour sur terre un peu brutal, puisque je rappelle quand même qu'on avait réussi à créer 2 millions d'emplois ces dernières années. Ça fait partie, effectivement, à mettre à l'actif du président et du bilan d'Emmanuel Macron. Mais là, aujourd'hui, on est dans l'impossibilité de proposer des perspectives à de nombreuses personnes. Alors, petit message peut-être à l'heure du bouclage
l'usage de ce douloureux budget, il serait bien de penser à des mesures qui ne viennent pas alourdir, ou en tous les cas qui ne viennent pas entraver finalement le fonctionnement de nos entreprises, des investissements. Il y a plusieurs appels. Je prends celui, puisque je suis à Toulouse, de Guillaume Faury, qui est quand même le grand patron d'Airbus, mais aussi le représentant de toute la filière aéronautique et spatiale, qui est un des fleurons de notre industrie européenne et française, et qui dit surtout, commencez pas à rabioter n'importe où et n'importe comment, parce que on va perdre le match contre à deux blocs américains et chinois. Et puis surtout aussi, je rappelle également que si on parle beaucoup d'immigration, de sécurité, d'insécurité, la santé, mais aussi l'emploi, vont certainement redevenir la priorité numéro 1 des Français. Bien sûr. Surtout que les deux bouts de l'échelle, c'est-à-dire les moins de 25 ans et les plus de 55 ans, sont les plus touchés. L'explosion du nombre de chômeurs chez les moins de 25 ans, c'est considérable. On a touché à l'apprentissage dans le budget et c'est pas terminé. Et rappelons qu'une jeunesse qui ne trouve pas d'emploi, on parle des problèmes de natalité, des problèmes de fiscalité. Tout ça, c'est important. Alors Sophie, elle opine de la tête, elle n'a pas l'air d'accord avec moi, mais que le chômage reparte à la hausse, Sophie, vous qui êtes une pro-entreprise, c'est pas un bon signal quand même. Non, mais il y a une question. Pardon, je vais vous donner la parole, mais il y a la question, alors peut-être que c'est ce que Sophie va dire, mais il y a aussi la question de l'attractivité de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui recrutent et qui ne trouvent pas. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus bosser dans certains secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels... Parce que quand vous avez effectivement une perte de 140 000 emplois en un an, c'est pas 140 000 personnes qui ont refusé un emploi. Là, je parle de CDI qui ont pris fin, Valérie. C'est pas des gens qui n'ont pas voulu prendre un emploi. Je parle de gens qui ont perdu parce qu'on a... Mais je pense que la situation est compliquée. Je peux citer Nicolas Dose, qui est retweeté par François Monbois. Nicolas Dose, qui est spécialiste économie à BFM, dit: on n'a jamais vu une dégradation du marché de l'emploi aussi violente hors récession. La politique crée du chômage. Tant qu'on continue à charger la barque fiscale et agiter la menace de censure comme un hochet, on appuie sur le frein. Pas un mot à ajouter à cette réflexion, mais Christine, bien sûr que je m'inquiète comme vous. C'est pas le sujet, c'est que tel que vous le dites, on a presque l'impression que c'est un peu la faute des entreprises. La réponse est oui, puisque c'est elles qui fournissent le boulot. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique, le gouvernement, il y a eu un inversement. Sophie, sur le dernier trimestre. C'est le dernier trimestre qui plombe l'année. Donc le dernier trimestre, ça commence à peu près au moment de la dissolution, et depuis on est dans un espèce de délire politique qui fait que... Alors oui, mais ça n'arrive pas comme ça. Généralement, quand on prévoit une embauche, d'abord ça prend 6 mois, on regarde un petit peu le carnet de commandes, etc. Donc ça fait longtemps que c'est en préparation, ce chômage. Alors maintenant, je vais être très claire. C'est le gouvernement actuel, politique, depuis, 6 mois, 1 an, 2 ans, qui crée ce chômage. Il est responsable à 100% de ce chômage. Les boîtes qui peuvent partent à l'étranger. On a détruit l'industrie en faisant des contrôles permanents sur la grenouille qu'on dérangeait à côté. Les industries arrêtent de s'implanter en France. Je m'étouffe parce qu'il y a tellement de raisons et de poids qu'on a mis sur les entreprises, les fiscalités croissantes, les exigences croissantes. Je veux dire, on peut partir... Non, mais j'ai pas fini quand même. C'est très important parce que ça concerne tout le monde. Alors, d'une part, il y a ce gouvernement qui crée ça. D'autre part, il y a quand même une politique sociale qui fait que nous maintenons les gens au chômage, nous payons nos salariés... comme on peut, parce qu'ils touchent pratiquement autant en étant sur certains salaires. Ils ont des subventions permanentes, etc., etc. Autre facilité aussi, je vois, j'étais très émue l'autre jour parce qu'il y a un jeune qui revient, il avait fait un stage de longue durée. Il avait fait un stage de longue durée et il avait droit au chômage pendant 1 an. Et il m'a dit non, je vais chercher du boulot, je prends pas le chômage, c'est trop dur aujourd'hui en France. J'étais sidérée qu'il ait cette réflexion. Tous les jeunes, je peux comprendre, ils sortent de faire leurs études, ils sont automatiquement au chômage. Donc il y a aussi une facilité qui fait qu'il va falloir que tout le monde s'y mette. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe en France. Là, il y a un moment où ça suffit. Frédéric Fougera. Pour aller dans le sens de Christine, je voulais juste rappeler, j'ai lu ça hier ou avant-hier, que l'année 2024 a été une année record pour la fermeture volontaire d'entreprises. C'est-à-dire pas de faillite, mais le ras-le-bol
le ras-le-bol d'entrepreneurs coincés entre les taxes et la bureaucratie et les promesses de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Et ça, c'est forcément pas bon pour l'économie et pas bon pour l'emploi. C'est exactement ça. Mais c'est une question complexe. Le chômage, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces gens qui sont au chômage, des entreprises qui ferment. On voit dans le domaine des médias C8, le groupe Canal qui va licencier près de 300 ou 400 personnes. Il y a des licenciements. Il y a des licenciements. Il y a des licenciements. Et je vois un auditeur qui me dit il n'y a jamais eu autant de demandes pour recruter des aides à domicile. Ils sont tous juste en dessous du SMIC, sans avantage et motivation. Pas être en dessous du SMIC. Donc, pourquoi vous dites ça? C'est la loi. Oui, non, mais il se trompe. Alors, on n'a jamais recruté dans une entreprise quelqu'un en dessous du SMIC. Il suffit que ce soit pas un Samuel. Trop de taxes, trop de bureaucratie, trop de normes. Ça fait des années qu'on le dit, mais on a des gouvernements qui font des mesurettes et qui ne voient pas le grand tableau. Et on parlait tout à l'heure d'industrialisation, on parlait même des entreprises de tech qui ne se développent pas ou qui partent à l'étranger. C'est un sujet qui est tout simplement lié au niveau de taxation et de normes qui est trop important dans notre pays. Et quand on parle des politiques, justement, il y en a très peu qui, au fond, y compris dans les assemblées, s'intéressent à ça. Il y en a quelques-uns. Je rappelle un sénateur, j'ai plus son nom, mais qu'au Sénat, tous les ans, cherchait à voir les normes qui étaient en trop et en supprimer. Mais en fait, c'est extrêmement mineur dans la pensée politique en France. On est plutôt dans l'idée de rajouter des textes sans arrêt. Et pour aller dans votre sens, Valérie, ce que vous disiez sur la complexité du sujet, c'est que les gens cotisent pour avoir droit au chômage. Mais ils se rendent bien compte que quand ils doivent faire un choix, parfois le travail n'est pas attractif puisque le travail ne paie pas assez. Mais le travail ne paie pas assez parce que le travail est tellement chargé. Parce que le travail est tellement chargé pour les entreprises, pour les patrons, que finalement le salaire net que vous avez est extrêmement bas par rapport au brut et même par rapport au super brut. Donc les Français devraient être payés beaucoup plus que ce qu'ils ont finalement dans leur poche. Et tous ceux qui nous écoutent là sur Sud Radio le savent très bien quand ils regardent leur fiche de paie. En fait, le net c'est très bas par rapport à ce qu'ils devraient avoir véritablement si on compare d'autres pays européens. Donc effectivement, il y a un choix qui est fait par certains qui ne pousse pas à l'emploi puisque on n'est pas suffisamment gagnant, et c'est aussi ce que disaient les Gilets jaunes à l'époque, suffisamment gagnant à travailler. Et ce n'est que le début. Un mot, Rafik Smati dit, le ministre de l'économie Éric Lombard vient d'affirmer que le problème de notre économie n'est pas la fiscalité délirante, mais le manque d'entrepreneurs. Voyons. Mais vivons-nous dans le même pays. Et il y a ce, si vous regardez son tweet, il y a le tableau sur LCI qui montre pour 100 euros de salaire brut versé, vous avez en Allemagne, vous touchez 80% de votre salaire brut, alors qu'en France, vous n'en touchez que 77,5%. Et ça fait quand même la différence. On se retrouve dans un instant avec vous et on va revenir sur les propos de François Bayrou. À tout de suite à propos de l'immigration. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Sophie voudrait continuer sur le chômage, mais on va quand même avancer parce qu'il y a aussi la question de la phrase. Dans le discours du Premier ministre hier, il n'y a pas une économie de l'État. Une économie de l'État. Il n'y a que de nouvelles taxations déguisées qui peuvent faire croire que pour soutenir la santé, on va taxer les mutuelles, pour récolter les amendes, ça fera beaucoup plus d'argent pour l'État. Mais ça, c'est une très bonne initiative. On va arrêter de le confier à ceux qui le font et on va le confier au commissaire de justice. Ce qui est très bien, ce sont des gens formidables. Donc, mais pourquoi on va faire ça? Pour que l'État récupère plus d'amendes. C'est insensé. Juste une précision sur notre auditeur qui disait elles sont tout juste en dessous du SMIC, c'est qu'elles ne sont pas à plein temps et les frais kilométriques sont ridicules, donc elles en sont de leur poche. Et c'est la problématique. Donc vous avez lancé un sujet, Christine, qui fait réagir, mais en tout cas dire que le chômage, effectivement, on n'en parle pas alors qu'il explose, c'est important de mais de lâchez-nous, fichez la paix aux entreprises. Oui, voilà, les dire au ministre de l'économie. Ils sont en commission mixte paritaire en ce moment. Voyons, c'est formidable. On va voir ce qui va sortir d'une commission mixte paritaire. Alors, les propos de François Bayrou. La France approche d'un sentiment de submersion en matière d'immigration. On va écouter le son, ces propos qu'il a eus hier sur LCI. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. La rencontre des cultures est positive, mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion,
de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet, y compris... Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Voilà, ça vous fait sourire, Samuel Lafont. Enfin, là, ils sont en train d'aller très clairement sur les plates-bandes de la droite la plus radicale. Hein. Alors, je vois bien qu'une partie des immigrationnistes ou des gens qui nient le problème depuis tant d'années nous expliquent que ce qu'a dit François Bayrou est un scandale. Je veux dire, ce qui est scandaleux, c'est que François Bayrou parle d'un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Tout le monde sait qu'il y a une submersion migratoire, et quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, ils disent depuis des années qu'ils sont contre, entre 70 et 80%, qu'ils en ont assez, qu'il faut mettre fin à cette immigration massive. Et, spoiler, c'est possible. D'autres pays européens ont choisi de faire autrement que nous. Regardez ce qui se passe en ce moment en Finlande, en Suède, ce qui va se passer en Autriche, ce qui se passe en Italie, ce qui va se passer probablement en Allemagne. Oui, on peut mettre fin à l'immigration massive. Et j'ai entendu, pour terminer, Yael Braun-Pivet, sur BFM dire... Je n'aurais jamais tenu ces propos. Oui, elle dit, on parle d'hommes et de femmes. Oui, alors plutôt d'hommes quand même. L'immigration massive, c'est quand même beaucoup d'hommes. De notre pays, la France, oui, effectivement, on parle de la France. Et elle dit qu'elle a toujours accueilli. Non, c'est faux. Non, c'est faux, il faut arrêter avec ce mensonge. Pendant des siècles, la France n'a pas subi d'immigration massive. Ce qu'on vit aujourd'hui est extrêmement nouveau et on peut décider d'y mettre fin. Frédéric ? Je vais faire un peu de sémantique, sans chercher à fuir le débat. Je trouve que le mot submersion est un mot fort. Je ne sais pas s'il a été utilisé à dessein ou pas. Ce qui est étonnant, c'est effectivement, comme le dit Samuel, c'est d'y rajouter le mot sentiment. Donc on utilise un mot fort, mais on utilise un autre mot pour l'atténuer. Donc, c'est assez étonnant en termes de communication. Ce qui est certain, c'est que ce que le Premier ministre évoque, ça, je pense que personne ne pourra le contester. C'est une forme de dépassement des politiques sur cette question de l'immigration qui fait qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui qu'on nous trouve compliquée à gérer. Après, quelle est la bonne façon de la gérer, quelle est la passion qu'on peut mettre dedans, et c'est aussi la difficulté d'ailleurs de ce sujet, c'est qu'il n'est fait que de passion. Soit on se présente contre l'immigration et on passe pour un raciste, soit on veut que de l'immigration et on passe juste pour un humaniste. Donc en fait, les solutions et la réflexion, elle est entre tout cela. Et donc c'est pas parce qu'à un moment on est dépassé par une situation que tout d'un coup on devient xénophobe ou raciste. Et c'est pas parce qu'on a de l'humanité en soi que ça autorise à accueillir tout le monde dans n'importe quelle condition. Parce que d'ailleurs, accueillir tout le monde dans de mauvaises conditions, finalement, c'est certainement pas faire œuvre d'humanité. Et toujours pour reciter, revenir dans la communication politique, quand Michel Rocard disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qu'il disait n'était pas totalement absurde. Ouais, Christine Bouillot, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a la déclaration politique, enfin l'aspect politique de ce que vient de dire, de ce qu'a dit hier François Bayrou. On voit aussi le ministre Gérald Darmanin qui est partout en ce moment dans les médias. Ça m'a frappé de voir. Hier, il était chez Cyril Hanouna sur une radio concurrente. Il était ce matin chez Pascal Praud. Il était aux 20h de TF1. Il y a visiblement tout de même une offensive de la part du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice pour montrer un discours un petit peu plus musclé face à l'immigration et à la délinquance. Mais on est dans le discours. Oui. Alors Christine, peut-être déjà sur le sentiment de submersion. Le sentiment de submersion, effectivement, sur la sémantique, chaque terme est bien pesé, et François Bayrou sait très bien quel mot il emploie et à escient. Mais est-ce que hier soir il n'a pas non plus donné des gages à peu près tout l'échiquier politique, parce que dans le même temps il dit je ne vais pas, l'histoire des 4000 postes dans l'éducation nationale, ça c'est pour le Parti Socialiste, on ne taxera pas plus les ménages, ça c'est pour les LR. Donc en fait j'ai eu l'impression, moi, qu'il faisait du Bayrou, c'est-à-dire je donne des gages à tout le monde pour que mon budget puisse passer et qu'on sorte de cette situation et qu'il n'y ait pas de motion de censure à l'arrivée et que tout le monde soit content pour pouvoir voter ce budget et moi rester à Matignon. Donc en fait, il fallait parler de tous les sujets qui étaient sensibles pour chacun de manière à ce que chacun s'y reconnaisse. Après, sur le sentiment de submersion, ces mots ont un sens.
je laisse à François Bayrou le soin de les porter sur la scène publique. On voit bien que du côté de son bloc central, tout le monde, puisque la présidente de l'Assemblée nationale, le troisième personnage de l'État, lui fait comprendre qu'elle n'a pas ce sentiment-là et que c'est une erreur de l'avoir donné. Ça, c'est un débat politique qui se pose aujourd'hui, compte tenu de la situation. C'est un sujet. Une fois que vous l'avez posé, il faut des actes. Alors effectivement, derrière, il y a Gérald Darmanin qui s'agite parce qu'il y a aussi un Bruno Retailleau qui fait le travail et qui fait plutôt le travail qui va dans le sens, quand on l'observe, et qui plaît à l'électorat, y compris du RN et de votre camp également, Samuel, parce que c'est des choses qui marquent et il a une bonne image. Donc sans doute aussi que c'est un nouvel élément à prendre en compte du côté de la droite de l'échiquier politique, cette préparation en fait de l'échéance d'après pour pouvoir poser des jalons sur des sujets de sécurité, d'immigration, de sens moral, etc. Mais j'ai eu le sentiment, moi, parce que quand il dit submersion, il va moins loin que Michel Barnier, qui lui avait promis une grande loi sur l'immigration, ce qui n'a pas été le cas hier de François Bayrou, et qui n'en a pas avancé un mot là-dessus, quoi. J'ai dit Darmanin chez Hanouna, mais c'était Bruno Retailleau hier qui était chez Cyril Hanouna. Micro-réaction sur ce que vient de dire Christine, quand elle dit le ministre de l'Intérieur fait le travail. Pour moi, faire le travail, c'est avoir des résultats. Donc pour le moment, s'engager ou avoir un discours, c'est pas encore faire le travail. C'est manifester des intentions, c'est un premier pas, mais voilà, le travail, il est fait quand on a des résultats en toute matière. Sophie qui prend des notes. Les politiques l'ont oublié. Je prends des notes. Je trouve qu'on a un langage qui se rapproche de celui de Bayrou. C'est-à-dire que oui, c'est bien, oui, il n'aurait pas dû, mais il n'a pas voulu dire ça. Voilà, il ne se passe rien. On continue à aligner des discours, que ce soit du Premier ministre ou des autres. La France se stagne, les entreprises disparaissent, le chômage augmente, et il ne se passe rien. Et il ne se passera rien, car aucune décision ne sera prise, parce que nos parlementaires ne se mettent pas d'accord entre eux. Ils ont complètement oublié l'intérêt général. Ils ne pensent qu'à leur intérêt propre. Est-ce qu'ils ont intérêt ou pas à ce qu'il y ait une dissolution, parce que est-ce qu'ils seront réélus ou pas? C'est un véritable drame. Et je dois dire que on peut même plus commenter. Il ne se passera rien. Ouais. Je vais faire le lien entre ce que vous dites, Sophie, et ce que disait Frédéric à l'instant. Oui, il y a des sujets qui deviennent passionnés parce qu'en fait, ça fait des années, des décennies que les Français attendent des résultats. On parlait notamment de l'immigration. Et donc, au bout d'un moment, un sujet qu'on devrait traiter absolument rationnellement, rapidement, eh bien, il prend des proportions énormes parce qu'on n'obtient pas de résultats rapidement. Je continue le lien. Effectivement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est ce que reprochent les Français à la plupart des politiques. On peut avoir le sentiment qu'ils attendent juste la prochaine élection, qu'ils veulent garder leur poste. Moi, je reviens sur le sujet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Le système actuel, le mode de scrutin actuel n'est pas concurrentiel. Le système actuel n'est pas concurrentiel. Si bien qu'on peut facilement garder Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mode de scrutin uninominal majoritaire de tours empêche la concurrence, empêche la création de nouveaux partis, empêche le remplacement de députés qui ne feraient pas le job. C'est ça le souci. On parle de résultats à l'instant. Si quelqu'un n'obtient pas les résultats pour lesquels il a été élu, désigné, embauché, eh bien on doit pouvoir le remplacer. Or, en politique, il est extrêmement difficile de le faire. Et donc, on se retrouve dans la situation actuelle. Des gens qui se mettent pas d'accord, alors que, quand on demande aux Français, ça a été demandé cet été en sondage, est-ce que vous voulez que les partis politiques pour lesquels vous votez se mettent d'accord et trouvent des compromis à l'Assemblée nationale? Tous les électorats, tous sauf un, LFI, étaient d'accord, donc de écolo, LREM, RN, Reconquête, tout le monde était d'accord pour qu'il y ait des accords sur les sujets majeurs pour les Français. On parlait d'immigration, mais évidemment la sécurité, la santé, le pouvoir d'achat. Et en fait, on a l'impression que pour l'instant ça n'arrive pas et qu'il n'y a effectivement que des discours. Vous n'avez pas le sentiment quand même que le Premier ministre va chasser sur vos terres, sur celle du RN? Il a eu des mots, il a eu des mots quand même qui sont plus proches, encore une fois, de la droite extrême en parlant d'immigration. Non, mais du bon sens, Valérie, c'est plus une question de droite ou gauche. En fait, c'est ça la question, c'est que quand vous voyez que les Français sont d'accord sur les mesures et qui sont parfois bien plus dures, celles qui sont sollicitées par les Français, que ce qui est annoncé par les différents gouvernements qui se succèdent, on en est à du bon sens. C'est même plus... évidemment, c'est la droite, et chez Reconquête, on porte ces combats-là parce qu'on pense qu'ils sont prioritaires. On voit que c'est prioritaire pour la France et pour les Français. Et là, le problème aujourd'hui, c'est d'avoir des résultats. Et on attend de ce gouvernement... On parlait d'ailleurs de l'équilibre, entre guillemets, entre Darmanin et Retailleau. Et bien justement... moi, je suis aussi président d'un média qui s'appelle Damoclès, un média de mobilisation. Et dès qu'on a eu ce nouveau gouvernement, on a dit la chose suivante. Il faut profiter de l'intérêt de chacun. Darmanin qui veut faire parler de lui pour la suite.
Retailleau qui veut faire parler de lui pour la suite. Et bien pour exiger de Gérald Darmanin et pour exiger de Bruno Retailleau de se bouger pour avoir les résultats qu'on n'a pas eu depuis tant d'années. Il dit des choses. Il n'est peut-être pas. Vous dites. Il parle pour faire parler de lui. Ça va au-delà de ça. On va y revenir dans un instant. Je vois Christine qui veut parler. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Et mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Il nous reste peu de temps, mais Christine, vous vouliez encore dire quelque chose par rapport aux déclarations de François Bayrou sur la submersion, sentiment de submersion en matière d'immigration? Oui, n'oublions pas qu'il a besoin de l'accord du RN pour ne pas être censuré. Donc qu'il fasse effectivement un appel aux députés du Rassemblement national et de Marine Le Pen, ça me paraît logique. Mais de qui parlait-il quand il dit « je n'aime pas qu'on les méprise » ? Hier soir, il a aussi parlé de ces gens-là, c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, en expliquant qu'ils avaient fait X millions de voix chacun. Donc François Bayrou prépare son budget. Donc il est effectivement dans une position d'un homme politique du centre et qui a besoin d'être le plus large possible pour pouvoir faire adopter un budget qui doit passer en commission paritaire. Je le rappelle, c'est quand même un exercice qui va pas être simple et ça va donner quelques lieux de discussion et de tension, que tout le monde va se retrouver pour voter ce budget et éviter en tous les cas, une stabilité. Donc c'est un exercice politique assez classique qui a tous les codes, en fait, aujourd'hui, des instituts de cette volonté de vouloir rassurer un électorat. Il a conforté aussi le duo Retailleau-Darmanin, qui, dans leur stratégie respective, on va dire, rassure l'opinion et un certain électorat. Donc tout ça fait effectivement office d'un exercice de style très préparé, où chaque mot a été pesé. Et quand il parle de submersion, le mot est choisi à bon escient, est choisi volontairement. Il ne dit pas ça n'importe comment et pour n'importe quelle raison. Qu'après, derrière, Yael Bonne-Privé dise moi je trouve que ces mots vont pas dans le bon sens, en tout cas je ne suis pas d'accord, c'est aussi parce qu'il faut ménager à peu près toutes les sensibilités. À partir du moment où vous avez c'est fatigant, voilà. Non mais c'est un peu épuisant. Je pense que les gens s'y perdent. On aimerait bien avoir une sorte d'unité malgré tout. Vous avez aussi le ministre, c'est le ministre de l'économie qui n'était pas d'accord. C'est encore une fois à l'époque. Comment voulez-vous que les entreprises embauchent et se développent? À l'époque de Hollande, on parlait de quoi, que je le dis presque tous les jours, mais ouais. Vous vouliez ajouter quelque chose non, en fait, derrière le discours de François Bayrou, l'interview de François Bayrou, on comprend qu'à défaut d'avoir un gouvernement d'union nationale, et n'ayant pas de majorité à l'Assemblée nationale, personne n'a de majorité, donc quelque part il faut qu'il essaye d'obtenir un vote d'union nationale, puisqu'il n'a pas ce gouvernement d'union nationale. Il faut au moins qu'il y ait un vote d'union nationale pour permettre à la France d'avoir un budget. C'est quand même notre année à venir qui est concernée. C'est sûr. Parlons, oui. Juste là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette... Dans l'interview de François Bayrou, on voit justement qu'il y a un système d'équilibriste où il essaie de parler à tout le monde, ça a été dit. Mais on pourrait voir la chose autrement. On pourrait se dire que comme il y a des priorités pour les Français et qu'effectivement il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'objectif ce serait de répondre aux priorités. Voilà, on met de côté les divergences, ça a déjà été fait sous d'autres régimes avant, on met de côté quelques divergences et on agit sur, on parlait sécurité, immigration, pouvoir d'achat, santé, et on trouve des solutions. Et finalement, c'est pas ce qui est choisi. Ce qui est choisi, c'est de dire, je parle un peu à tout le monde et s'il vous plaît, votez mon budget, puis après on verra. Je voudrais qu'on parle de la justice des mineurs. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, évoque une justice qui ne va pas dans le bon sens. Il dit que cette justice installe les jeunes Français dans la délinquance. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger dans le cas de l'assassinat d'Elias sur le fait que ces deux jeunes délinquants étaient connus des services de police, qu'ils avaient interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre, qu'un juge avait demandé, que le parquet avait demandé que l'un d'entre eux soit incarcéré, ce qui avait été refusé par le juge. Alors c'est toujours facile effectivement de refaire le match après. Néanmoins, on voit que la justice des mineurs aujourd'hui, et je le disais hier, c'est un peu une tarte à la crème. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit il faut revoir la justice des mineurs et qu'il ne se passe rien et qu'on parle de cette insécurité grandissante, des couteaux qui se multiplient. Je ne sais pas si vous avez vu le papier du Parisien, de plus en plus de couteaux chez les jeunes. Mais bon,
bon, le problème, est-ce que ce sont les couteaux? Il y aura les marteaux, il y aura les feuilles de boucher, les tournevis. Oui, et puis il y a les parents, l'éducation. Il faut aussi, on peut pas tout rejeter sur l'État, la justice, le ministère de... Bon, très bien. Oui, on a une décadence terrible avec la drogue aussi qui rentre en ligne de compte fortement, mais... moi, enfin, la responsabilité individuelle des Français, il faut absolument y faire appel dans tous les domaines. On peut pas. Et alors, d'ailleurs, on avait parlé comme solution de taxer les parents, ce qui n'est pas forcément évident. Il paraît que ça peut aggraver les choses. J'en sais rien. Mais enfin, il y a un moment où il faut que l'éducation intervienne, que dès le plus jeune âge. Oui, mais vous parlez de chez vous entre guillemets. Oui, allez-y, Christine. Parce que j'ai écouté Gérald Darmanin sur le plateau de TF1 hier soir. Il a donné un chiffre absolument qu'il faut bien avoir en tête. Il y a 140 000 jeunes aujourd'hui suivis par la justice des mineurs. Il y a 650 places en centre éducatif fermé. Et voilà. Et un juge gère 300 jeunes. Ils sont 650, alors qu'il y en a 100 qui vont sortir de l'école de la magistrature très bientôt. Il n'y en a que 50 qui vont aller sur la justice des mineurs. Donc à partir de là, je veux bien qu'on revoie tout du sol au plafond et qu'on dise qu'il faut effectivement durcir et encore durcir. Mais à partir du moment où vous condamnez, où vous avez des enfants qui rentrent dans le système de la police des mineurs et que derrière, vous n'avez rien pour les suivre, pour, on va dire, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, comme dans l'affaire du jeune Elias. Moi, 650 places en centre éducatif fermé, quand vous en avez 140 000 qui potentiellement sont effectivement des enfants qui posent problème, là, je pense effectivement que la société a failli véritablement à mettre les moyens face à la situation aujourd'hui. Alors, des moyens, vous avez tout à fait raison, parce que c'est épouvantable, les moyens, on va taxer les entreprises. Non, mais attendez, il n'y a que ça comme source de revenus. Valérie, il n'y a que ça. L'État est ruiné, il n'a plus de moyens. Vous avez tout à fait raison, Christine, je partage ce que vous dites. Où trouver l'argent? Oui, alors, écoutez, ce jeune Elias est malheureusement décédé et on ne va pas le ressusciter. Et j'en ai assez, moi, d'avoir des jeunes qui se font tuer comme ça. On a eu Thomas, on a eu Axel Dorier et Philippine. Bref, je ne peux pas citer ici tous les noms, sinon il nous faudrait des heures et des heures. Malheureusement, tous ces jeunes Français qui meurent agressés, des jeunes femmes qui se font violer, pour une raison qui est relativement simple. Mine de rien, il y a une question de moyens, évidemment, pour la justice. On sait que pendant des années, on a sous-investi dans la justice par rapport à d'autres pays européens. Mais une fois qu'on a dit ça, on dit aussi trop souvent, on entend trop souvent, que la justice ne serait là que pour réinsérer les délinquants et criminels à la société. C'est faux. La justice, dans son ensemble, a un rôle de dissuasion pour dissuader les personnes de commettre des délits et des crimes. Or, on voit bien que la situation actuelle n'est pas dissuasive envers les délinquants et criminels, parce que si elle l'était, eh bien, ils ne commettraient pas autant de délits. On parle de cette attaque au couteau, qui sera peut-être qualifiée. Moi, j'espère qu'ils seront jugés au moins pour meurtre. Aussi bien, ils vont être jugés pour simplement violence aggravée et entraîner la mort sans volonté de la donner, ce qui ne donne pas du tout la même peine. Ils ne seront pas jugés pour... Voilà, je passe sur la minorité, mais il y en a un, c'est 30 ans, l'autre, c'est 10 ans, c'est pas exactement la même chose. Et le problème, c'est toujours ça. C'est que non seulement on requalifie les peines, c'est pareil pour les viols qui sont requalifiés en agression sexuelle, parfois pour des raisons de procédure, mais dans tous les cas, la personne, elle est pas, le délinquant, enfin le criminel du coup, est considéré comme un simple délinquant. Bref, il y a un problème de moyens, il y a un problème de dissuasion, de rôle de la justice qui soit bien compris, de dissuasion, et effectivement, les peines qui sont appliquées sont souvent trop faibles par rapport à ce qu'il est possible de donner. Les juges sont libres de donner, de juger selon l'individu en face. Mais le problème, c'est que souvent les peines... c'est pas en fonction de l'individu. Il applique le code de procédure pénale. Oui, mais il personnalise. Il applique le code. Il a une appréciation. Mais le problème, c'est que les peines minimales... Non, c'est pas ce que je dis. C'est qu'il prend en compte la personnalité de la personne en face. Sauf que souvent, les peines qui sont prononcées, elles sont très très loin du maximum. Comme pour tout justiciable. Elles sont très loin du maximum. Quel que soit le délit. Elles sont trop loin du maximum. Oui, mais dans les chiffres annoncés également hier par Gérald Darmanin, et on peut lui le remercier, 100 magistrats de plus d'ici 2027 pour les mineurs et 50 juges pour enfants désignés dans les prochaines semaines. Vous savez, on le doit à qui, ça? Pardon? Vous savez à qui on le doit, soit c'est 100 magistrats supplémentaires. C'était Dupond-Moretti, oui. Eh oui. Mais
Voilà. Et on les met où, les jeunes? Micro-commentaire, on oublie toujours quand même, ou on parle trop peu quand même, de la responsabilité de la justice. Le juge n'est jamais responsable de ses décisions, c'est toujours l'État qui est responsable à sa place. Et là, quand on entend que 2 mineurs, la décision de justice, c'était d'interdire à ces 2 mineurs d'entrer en contact, c'est assez ridicule, et ça serait même risible s'il n'y avait pas un jeune qui est décédé face à ça. Donc, il y a quand même, et la justice, elle n'est pas faite que pour réinsérer ou pour prévenir, elle est aussi faite pour punir. Quand il y a une faute, il faut être puni. Absolument. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.